Marc. Donc, merci à tous d'être venus à cette nouvelle conférence que je vais dédier cette fois-là à la direction artistique et comment de nombreux directeurs artistiques, des créateurs de jeux vidéo et de films d'animation se sont inspirés de tout ce qu'ils pouvaient trouver autour d'eux pour créer, pour donner vraiment un cœur à leur mécanique, donner un cœur à l'esthétique globale de leur jeu. En fait, j'ai désiré faire cette conférence après plusieurs réflexions que je m'étais faites. La première étant que notamment il m'était arrivé par exemple d'entendre, soit à l'ICANN et même ailleurs, que telle source d'inspiration ou une autre n'était pas forcément intéressante et ne pouvait pas d'aucune manière intéresser le jeu vidéo ou un film d'animation. Et ce que j'aurais souhaité vraiment à partir de cette conférence, c'est de montrer que vraiment on peut s'inspirer de vraiment tout ce qui nous entoure et que à travers certaines œuvres que l'on va voir dans une suite d'exemples de cas, on peut vraiment s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai qu'une autre réflexion que je m'étais faite, c'était que par exemple en lisant des documents de game design à l'école, on retombait souvent sur les mêmes inspirations graphiques et vidéoludiques. Par exemple, on allait toujours avoir soit Okami, soit par exemple Portal ou même encore Journey. C'était des jeux qui revenaient assez régulièrement, alors que finalement autour de nous, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent nous inspirer. Donc effectivement, l'une des choses que l'on pouvait aussi remarquer, c'est que bon, assez récemment, c'est plus si récent que ça, mais le jeu vidéo a enfin atteint, pour certains tout du moins, la classification d'art. C'est même pas considéré encore pour tout le monde. C'est pas encore le cas pour tout le monde. Mais donc, une des classifications que l'on peut donner aux différentes formes d'art est celle-ci, en passant par l'architecture, la musique, la poésie, le cinéma, le comics. Et ce que l'on va voir, c'est que vraiment le jeu vidéo est capable de s'inspirer de l'ensemble de ces formes de ces arts. Et donc, dans ce sens, déjà, pourrait-on pas considérer l'art comme le jeu vidéo comme une forme d'art? Le premier exemple que dont je souhaitais parler était le jeu Yoshi Woolly World. Et donc ici, c'est l'exemple concret d'un jeu vidéo qui va non seulement s'inspirer de la laine et vraiment de toutes les propriétés d'un matériau, ici la laine, pour en créer des mécaniques. Et en fait, pour en parler, je vais vous montrer un petit extrait d'un interview des créateurs du jeu vidéo afin de voir comment ils ont pensé la création du jeu. Alors, c'est cette vidéo-là. Hop, de l'autre côté. Alors, je vais augmenter un peu le son. Je bloque plus. Donc maintenant que je vous ai montré la partie intéressante de cette interview, je vais vous montrer une autre interview, cette fois-ci d'une des réalisatrices du jeu Yoshi Woolly World. Alors c'est en anglais. Alors yarn, c'est la laine en anglais. Je vais mettre un petit peu le son ici. Là. Donc, ce qui m'a notamment marqué à travers ces deux interviews, c'était que la première, en fait,
elle donnait l'avis, en fait, c'est des créateurs qui disaient que ce qu'on leur avait donné comme commande était de réaliser tout simplement un jeu Yoshi. Il y en avait déjà eu un avant sur Nintendo 64, et ils avaient déjà donc l'ensemble des mécaniques, ils savaient exactement à quoi allait ressembler le jeu. Et donc dans le deuxième interview qu'on peut voir ici, on peut voir l'une des créatrices artistiques qui a dit qu'un jour, elle s'est dit qu'elle allait se mettre à tricoter un Yoshi en laine, et le jour où elle l'a ramené dans son entreprise, ça a été la révélation pour les créateurs, et ils se sont dit, ok, à partir de là, on a envie de créer un jeu Yoshi, mais avec de la laine. Et donc ça nous emmène... Hop. Je mets ça de côté. Et donc ça nous emmène à un autre point qui était intéressant d'aborder en termes de game design. Le fait qu'il y ait deux façons en fait, de conceptualiser un jeu dans le domaine du jeu vidéo. Donc ceux qui sont en game design ont peut-être déjà entendu parler de ces deux approches. Le fait est, donc pour expliquer rapidement, l'idée du top-down, c'est de dire qu'on va partir d'un fantasme de joueur ou alors d'une mécanique générale, et petit à petit, on va détailler pour avoir des mécaniques très précises. À l'inverse, le bottom-up, c'est se focaliser sur les mécaniques et à partir de ça, faire un amoncellement de ces mécaniques pour ensuite avoir une idée très générale du jeu que l'on va faire à partir de là. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la première interview, on peut voir que la commande consistait en un jeu Yoshi. Ils savaient très précisément les mécaniques qu'ils allaient faire en fait dans ce jeu, et on peut un petit peu apparenter ça à une approche bottom-up. Et le fait est qu'un jour, ils se sont dit, ok, à partir de maintenant, on a envie de faire un jeu Yoshi, mais en laine. Ils sont vraiment partis d'un de leurs délires, ils se sont dit, et si on créait un jeu à partir de la laine? Et ils se sont mis à réfléchir, alors quelles sont les propriétés de la laine par exemple? Donc la laine, ça se tricote, ça se détricote, ça peut s'emmêler par exemple, et donc il va y avoir la notion par exemple de tricoter sur un patron, et toutes ces mécaniques, on va les retrouver telles quelles à l'intérieur du jeu. On va par exemple pouvoir, au lieu d'avaler des ennemis et les transformer en œufs, on va pouvoir avaler des ennemis pour les détricoter et les transformer en pelotes de laine. Et ces pelotes de laine, lorsqu'on les renvoie sur les ennemis, eh bien, elles vont s'emmêler sur les personnages qui deviennent ainsi inoffensifs. Donc on va par exemple avoir des exemples, plusieurs étapes de comment Yoshi détricote un ennemi, et donc comment il va repondre une pelote de laine. Et donc c'est vraiment l'idée de... Les développeurs se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec de la laine dans la vraie vie, et ils les ont directement transformés en mécanique à l'intérieur de leur jeu. Ainsi, par exemple, lorsqu'on dit que l'on peut tricoter et détricoter des objets pour avoir plein de formes différentes à partir du même matériau de base, eh bien, on va avoir plein de formes de Yoshi différentes. Donc aussi, on peut avoir, dans une moindre mesure, un autre exemple avec les nombreux jeux Lego qui existent. Alors ici, j'ai pris le cas du Harry Potter Lego. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que là, d'un côté, ils avaient toujours le même matériau de base, les Lego, qui ont comme propriété le fait qu'on puisse complètement les construire ou au contraire les déconstruire, les démolir, ce qui va être la base de tout jeu Lego. Ça va être autour de nous, il y aura constamment des objets Lego à détruire pour récupérer des pièces que l'on pourra se servir après pour acheter des personnages notamment, et ensuite reconstruire pour pouvoir progresser dans l'aventure. Et donc, à chaque fois, pour chacun des opus, que ce soit avec les jeux Lego Harry Potter ou avec les Lego Indiana Jones, etc., ils se sont inspirés des mécaniques que l'on retrouve par exemple dans les films, pour ensuite faire une fusion des mécaniques propres Lego et celles que l'on peut retrouver dans les films. Par exemple, dans le film Harry Potter, j'ai pris l'exemple du Wingardium Leviosa, vous allez pouvoir prendre un objet et le transporter à un autre endroit. Et bien dans les jeux Lego, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire prendre des objets, les remettre à d'autres endroits. Vous aurez des sortilèges qui permettront de détruire des briques de Lego très particulières avec l'aide du sortilège Reducto, etc. Donc ça prouve que, à partir de deux sources d'inspiration complètement différentes, ils arrivent à fusionner pour réussir à avoir des mécaniques originales. Un autre exemple avec un jeu un petit peu moins connu pour le coup, c'est le jeu Apothéon, sorti en 2015. Donc ce jeu-là, vous avez peut-être tout de suite été marqué par sa direction artistique. C'est pas un jeu très connu, mais il vous a peut-être fait penser directement aux amphores et aux céramiques grecques et romaines de l'époque. Donc effectivement, c'était un coup très ingénieux de la part des développeurs, dans le sens où ils ont voulu créer vraiment une esthétique autour de cette source d'inspiration-là. Et donc l'histoire se porte autour d'un guerrier que l'on va pouvoir contrôler. Et donc on va devoir, un peu à l'instar d'un God of War, on va devoir aller tuer les dieux un par un. Et donc comme exemple, par exemple, vous avez toutes ces amphores qui représentaient souvent soit des scènes de combat, mais aussi des scènes de la vie quotidienne et des scènes mythologiques. Et donc à partir de certains motifs que l'on pouvait retrouver sur les amphores, et donc vraiment la couleur et la forme des personnages sur le matériau original, ils ont réussi à créer la direction artistique du jeu vidéo. Maintenant, ce qui est intéressant de voir avec ce jeu vidéo, c'était que, quelque part, on peut un peu dire que la direction artistique a pris le devant sur les mécaniques. C'est un cas, par exemple, qui n'est pas si fréquent que ça, mais j'ai pris quelques exemples
le retour négatif que l'on a fait sur le jeu, et très souvent, c'était en rapport avec la maniabilité. Et c'est vrai que lorsqu'on joue aux jeux vidéo, l'un des premiers constats qu'on fait, c'est que les développeurs ont privilégié vraiment l'aspect esthétique. Ils se sont dit, ok, donc un personnage sur une amphore ou sur une céramique grecque, quelle forme, quel mouvement il pourrait prendre. Et donc tous les mouvements sont très ralentis, ce qui rend le jeu parfois très compliqué. Et donc c'est assez amusant de voir à quel point donc la direction artistique a pris le devant même sur la mécanique. Maintenant, je vais parler, bon, je sais qu'on en a déjà parlé, de Okami. C'est un jeu qui revient très régulièrement, et donc je ne vais pas m'attarder sur tout l'aspect estampe japonaise, qui est donc assez évident. Tout le monde reconnaît facilement Okami à l'aide de ses estampes japonaises. Et ce qu'il faut bien voir avec ce jeu, par contre, c'est qu'il s'inspire euh, de la culture japonaise dans sa totalité, en fait. C'est un peu ce que j'appelle une sorte d'inspiration totale, dans le sens où il va non seulement y avoir comment dire, des recherches artistiques, mais aussi historiques et mythologiques tout au long du jeu. Donc par exemple, on connaît les estampes japonaises à travers le jeu en général, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les cinématiques du jeu sont décomposées à partir de ce format d'image, donc ce sont véritablement des formes d'estampes japonaises que l'on pourrait presque retrouver donc, dans des anciens écrits, sauf que là, c'est vraiment la forme d'un jeu vidéo. Et donc ainsi, on peut retrouver ça au cours d'une séquence, et dans une autre, on va pouvoir retrouver, donc ça c'est une véritable image, et ça c'est une image issue du jeu, donc vraiment c'est, que ça soit les symboles, que ça soit la couleur, ou même le style de trait, c'est vraiment une copie ou une inspiration vraiment, vraiment très, très sérieuse. Et donc, je voulais aussi parler d'un autre aspect qui est moins connu dans Okami, c'est le fait que l'histoire même du jeu vidéo s'inspire d'un mythe qui existe dans la religion, le shintoïsme, et ça parle de l'histoire de Susanoo, donc un dieu guerrier, et du dieu Orochi, le dragon à 8 têtes, que l'on pouvait par exemple voir ici dans Okami, et donc qui raconte l'histoire d'un dieu Orochi qui chaque année va envoyer une flèche sur le toit d'une maison d'un village. À l'intérieur de cette maison se trouve une jeune fille qui sera donc sacrifiée pour nourrir le dragon, et donc c'est chaque année jusqu'à ce qu'un guerrier, le Susanoo, arrive à rendre sous le dragon avec le saké des 7 divinités afin de pouvoir lui trancher les têtes. Et donc dans l'histoire originale, même, il y a une épée qui va sortir du dragon, et une épée que Susanoo va offrir à Amaterasu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu vidéo, l'histoire est reprise presque telle qu'elle. Dans l'idée où il va y avoir exactement le même dragon qui va vouloir manger aussi une fille. La seule différence, c'est que ce sera nous, en incarnant Amaterasu, qui allons vraiment battre le dragon finalement, et Susanoo qui arrive à la fin pour lui trancher les têtes. Mais même dans le jeu, une épée va véritablement sortir du cœur du dragon, et donc qui va servir de nouvelle arme pour Okami. La conclusion, quant à elle, est un petit peu différente, parce que tandis que dans l'histoire originale, Susanoo va demander la main de la fille en la forçant un petit peu, et ben dans l'histoire d'Okami, ça a été un petit peu adouci, et donc c'est une histoire d'amour normale qui va se dérouler entre Susanoo, le guerrier du village, et puis la fille qui était censée avoir été dévorée. Donc une autre illustration de Orochi et une autre illustration de Amaterasu. Et donc, je parlais de l'inspiration mythologique, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la core mécanique du jeu Okami consiste à tracer des traits autour de nous, donc à l'aide d'un pinceau céleste, afin de, par exemple, pouvoir couper des arbres, donc ça, ce sera un trait droit, ou alors pouvoir faire fleurir des objets, donc en faisant des cercles. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment des techniques de pinceau que l'on pourrait, donc c'est grossier évidemment, mais que l'on peut retrouver dans la culture japonaise, et qui est directement reprise à l'intérieur de ce jeu. Maintenant, j'aimerais vous montrer un petit extrait vidéo assez amusant. Donc c'est un tout petit extrait vidéo. Hop, que je vous passe ici. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, là? En fait, c'est la forme originale que le personnage était censé prendre dans le jeu avant qu'ils aient instauré le cel shading sur le personnage. C'est-à-dire, c'est donner cet aspect estampe à l'intérieur du personnage. Donc c'est un bonus que l'on peut débloquer lorsqu'on a fini le jeu une première fois. On peut voir à quoi ressemblait le personnage au tout début de sa conceptualisation. Et si vous voulez aller chercher sur internet, d'ailleurs, il existe un premier trailer du jeu Okami qui ne ressemblait pas du tout à l'exemple que l'on connaît actuellement, et qui prenait plus la forme, par exemple, d'un Shadow of the Colossus, dans le sens où il n'y avait pas de cel shading par-dessus. J'aimerais vous parler d'un autre jeu maintenant qui propose des idées
encore assez différentes, parce que jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'inspiration notamment graphique. Et avec ce jeu, donc, il va y avoir aussi évidemment une forte inspiration graphique que vous avez peut-être reconnue à travers ce jeu. Il va aussi y avoir une inspiration littéraire. Et les inspirations littéraires sont toujours plus difficiles à percevoir dans le jeu, je pense. Et donc ce jeu qui s'appelle Aviary Attorney, qui est un jeu assez semblable à, à Phoenix Wright, c'est-à-dire un jeu d'investigation, entre guillemets, dans lequel on va incarner un avocat qui va devoir essayer d'aller grappiller des indices par-ci par-là pour réussir à défendre ses clients au cours de procès. Et donc ce qui est intéressant, c'est évidemment le style graphique qui vous a certainement marqué dès le début, qui s'inspire quant à lui directement, voilà une autre image du jeu vidéo, mais des créations d'un homme, Jean-Jacques Granville, qui est connu pour avoir été caricaturiste, illustrateur et lithographe français. Donc effectivement, le style de dessin que vous voyez ici, c'était une forme de dessin très en vogue durant sa période, qui consistait à peindre à graver directement dans de la pierre pour ensuite pouvoir imprimer sur la feuille ses dessins. Et donc ces illustrations, elles étaient connues notamment pour illustrer des récits qui existaient déjà auparavant, et vous aurez peut-être reconnu avec ces deux personnages, le chien et le loup. Mince, de l'autre côté, voilà. Jean de La Fontaine, et oui, parce qu'à travers tous les personnages que l'on va retrouver dans le jeu, on va avoir les stéréotypes propres que l'on peut voir à l'intérieur des récits de Jean de La Fontaine, par exemple. Donc, par exemple, vous avez le renard qui va servir d'autres avocats un petit peu rusés, on ne sait jamais vraiment dans quel camp il est. Il va y avoir le lion, par exemple, que je montrais un petit peu plus haut, qui va donc symboliser le pouvoir et un petit peu la noblesse. Il va aussi y avoir, donc un petit peu comme vous voyez d'ailleurs dans les extraits, un petit peu supérieur, quoi, un être un peu méprisant. Il va aussi y avoir le loup qui sera le juge corrompu. Et donc à partir vraiment des stéréotypes créés il y a maintenant plusieurs siècles par Jean de La Fontaine, ils ont réussi à recréer un univers complet et dont la fiction se base autour de ces personnages et de ces stéréotypes. Il est intéressant d'ailleurs de noter que les différents lieux dans lesquels on se rend pour aller récupérer des indices sont une carte de Paris de l'époque, avec le palais du Louvre, le palais de justice, etc. Maintenant, j'aimerais voir une forme d'inspiration légèrement différente. Pour l'instant, on parlait de style graphique en général, mais il arrive que certains auteurs ne s'inspirent que d'un artiste en particulier et de sa production. Donc nous avons parlé une première fois du jeu vidéo Ico dans ma précédente conférence, et il faut savoir que Fumito Ueda, donc ce créateur des jeux Ico, Shadow of the Colossus ou encore The Last Guardian, une personne très reconnue dans le milieu du jeu vidéo, s'est directement inspiré de Giorgio de Chirico, un artiste et peintre italien. Et donc, je vais faire une petite comparaison sur la slide d'après. Vous allez voir les fortes inspirations qui s'en dégagent. Et effectivement, Fumito Ueda s'est directement inspiré d'un peintre qu'il aimait personnellement pour créer la jaquette du jeu. Donc, que ça soit en termes de profondeur, en termes de palette de couleurs, ou même les formes des personnages qui sont donc juste des silhouettes noires. Mystère et mélancolie d'une rue en 1914 par Giorgio de Chirico. Il existe d'ailleurs un autre jeu vidéo qui lui n'est pas très connu, qui prend les choses encore plus au pied de la lettre, dans le sens où c'est un véritable hommage à Giorgio de Chirico, dans le sens où le jeu vidéo consiste à rentrer dans les tableaux de Giorgio de Chirico pour aller se balader à l'intérieur d'eux en fait. Il n'y a pas véritablement de gameplay, si ce n'est une sorte d'aventure de ces peintures en 3 dimensions. Et je vous passe un petit extrait de ce jeu vidéo. Il n'y a pas vraiment d'interaction au sein de ce jeu, c'est juste contempler les œuvres depuis l'intérieur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la frontière entre le domaine pictural, entre une peinture et un jeu vidéo est finalement très fine. Et là, on voit par exemple à travers ces extraits que le joueur rentre littéralement à travers les tableaux afin de pouvoir en parcourir un nouveau. On reconnaît très bien la couleur et les formes d'ailleurs, qui sont propres à Giorgio de Chirico. De l'autre côté. Il y a d'ailleurs une inspiration, j'ai entendu dire que
Ceux qui étaient en film d'animation, en animation numérique, devaient d'ailleurs regarder ce film. Et donc sachez que ce film d'inspiration s'inspire d'ailleurs justement des travaux des Giorgio de Chirico. Il va y avoir cette notion de profondeur qui était chère à ce monsieur, avec donc des dimensions qui semblent jamais s'arrêter, avec un horizon qui est finalement qui disparaît à travers les structures. Et donc on peut revoir d'ailleurs quelque chose, un parallèle assez intéressant dans Le Roi et l'Oiseau, où il va y avoir deux jeunes personnages qui vont devoir essayer de s'enfuir d'une structure géante, exactement comme dans le jeu vidéo Ico. Et un petit aparté que j'aimerais faire, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver directement sur YouTube des vidéos à 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez naviguer au cours de ces vidéos, qui essayent de réaliser des créations, des modélisations en 3D d'univers pictural. Vous pouvez par exemple ici retrouver Dali, mais il existe aussi Monet et La Nuit étoilée de Van Gogh. Et donc on est vraiment, ce n'est plus directement un jeu vidéo, mais quand même une expérience interactive dans le sens où vous pouvez voir directement les créations picturales en 3 dimensions et rentrer dedans. Et tant que l'on est dans le domaine de la peinture, j'aimerais vous présenter un autre exemple. Cette fois-ci, il n'est pas question de s'inspirer d'un auteur ou même d'un courant artistique, mais plutôt d'un sentiment qui émerge lorsque l'on peut regarder certaines œuvres d'art. Et effectivement, Layers of Fear est un jeu vidéo, un jeu vidéo d'horreur qui reprend vraiment les codes du genre, dans le sens où on va par exemple avoir un personnage à la première personne dans un jeu en 3D qui va devoir s'aventurer dans un manoir très obscur pour essayer de déceler l'histoire d'un peintre. On ne sait pas vraiment, il s'est passé quelque chose d'horrible, on sait dans le manoir, et on apprend petit à petit qu'il aurait peut-être peint avec les restes du corps de sa femme ou quelque chose du genre. L'histoire est volontairement floue. Et l'idée, c'est que la peur dans ce jeu vidéo va se faire, évidemment, comme je disais, par les codes classiques du genre, une aventure très anxiogène, mais il va aussi y avoir la notion picturale qui va être très forte dans le jeu. Il va y avoir partout sur les murs des peintures qui donc nous font penser au personnage sur lequel on est en train de faire des recherches, donc un peintre. Et l'idée, c'est que le point commun entre toutes ces peintures est, alors on ne voit pas beaucoup malheureusement sur cette slide, le fait que toutes ces peintures ont le don de nous mettre mal à l'aise. Et donc, par exemple, dans cette salle, si vous voyez, je ne pense pas que vous voyez très bien, mais normalement, il y a le tableau, par exemple, Saturne dévorant un de ses fils de Goya. Et on va voir ça mieux sur d'autres exemples, avec des peintures comme le Supplice de Marsyas, que des peintures qui ont donc des thématiques très violentes, avec souvent des références donc à des formes de religion. Donc ici, la religion grecque. Et par exemple ici, avec le boucle de Baphomet, avec le sabbat des sorcières, ou encore le cauchemar, etc., etc. Donc ce sont que des créations qui ont pour point commun de proposer vraiment une vision assez obscure de la chose. Et il est intéressant de voir que le jeu, il marche par système de boucle. On va faire plusieurs fois le tour de la maison, et à chaque fois, il va y avoir une peinture que l'on retrouve dans une même salle, qui va prendre petit à petit forme, dans le sens où au début, il n'y a qu'une tache de sang qui sera posée sur la toile, et petit à petit, elle va prendre la forme, donc ici, à ce moment-là de la partie, d'un loup ensanglanté. Donc peut-être que j'extrapole un petit peu, mais je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre toutes les œuvres que l'on a fait précédemment. Le fait qu'il y a toujours une notion de divinité, une forme de pouvoir qui nous surpasse. Et il y a un parallèle peut-être intéressant à faire, par exemple, entre le personnage, ici c'est Zeus réincarné en aigle, qui essaye de récupérer, de ramener à lui. Alors là, sur ce tableau, il est représenté comme un enfant, mais dans le mythe original, c'est un jeune homme. Il est tombé amoureux d'un jeune homme et il essaie de le ramener sur le mont Olympe, donc comme à son habitude. Et il y a vraiment une notion de domination entre le créateur et la création que l'on retrouve à travers finalement à travers l'histoire du peintre, dans le sens où à chaque fois on ne sait pas ce que le peintre a fait de sa femme et on se demande, on comprend bien qu'il a dû peindre avec son sang, plus ou moins. Et il est intéressant aussi de noter que, donc effectivement, pour confirmer ce que je disais un petit peu, que le jeu commence avec cette citation qui dit que tous les portraits ne sont peints avec les sentiments de celui qui peint et non pas les sentiments que l'on peut voir finalement sur le tableau. Donc, et le jeu s'appelle Layers of Fear. Je vous remets la slide tout au début. Layers of Fear.
Donc il n'y a bien sûr pas que des inspirations picturales à l'intérieur du jeu. Je me disais que je pouvais faire un parallèle rapide, par exemple, entre l'angoisse proposée par les couloirs qui ne s'arrêtent jamais dans Shining, avec une scène issue du jeu vidéo. Alors vous voyez, le parallèle semble assez évident, dans le sens où il y a vraiment cette notion d'espace clos, un petit peu étouffant. Et maintenant, j'aimerais passer sur une autre partie de la conférence, donc avec le mythe de l'aventurier. Donc l'exemple Bloodborne, réalisé en 2015 avec notamment Hidetaka Miyazaki, qui est connu pour avoir réalisé ce jeu vidéo, mais aussi la saga des Dark Souls, est un jeu vidéo qui va donc proposer au joueur d'incarner un personnage qui va arpenter une ville obscure et dont il va essayer de comprendre les secrets et d'arriver à la fin. Ça fait partie de ces jeux, vous savez, où vous mourrez constamment, jusqu'à finalement peut-être réussir à voir un jour la fin du jeu. Et donc, la narration dans ce jeu ne se passe jamais directement par une cinématique, ou n'est jamais en tout cas pré-mâchée pour le joueur, et le joueur va devoir constamment regarder ce qu'il y a autour de lui, ce qu'on appelle une narration par l'environnement, donc voir ce qui existe autour de lui, mais aussi lire la description des objets pour réussir à comprendre un peu plus l'histoire de cette ville. Cette partie de la conférence, d'ailleurs, est inspirée d'une vidéo que je vous incite fortement à regarder si cette partie vous intéresse, qui s'appelle d'un vidéaste, un youtubeur qui s'appelle Al236, qui a fait une vidéo de 40 minutes sur le sujet, Bloodborne, l'enfant du romantisme noir. Et donc c'est une vidéo très intéressante qui décortique l'ensemble des inspirations de ce jeu. Et donc en effet, l'un des courants qui va nous inspirer, l'une des sources d'inspiration qui nous inspire pour ce jeu, ce sont les formes architecturales que l'on va pouvoir retrouver par exemple à Prague, à Londres ou même en France. Effectivement, les développeurs du jeu sont vraiment allés dans ces villes pour s'inspirer des édifices et des courants architecturaux qui existent là-bas pour créer leur sorte de ville tentaculaire gigantesque. Et donc par exemple sur cet écran de jeu où vous pouvez commencer déjà à voir la ville étouffante qui nous surplombe, on va se retrouver sur une sorte de pont, un pont que l'on peut retrouver par exemple très fortement inspiré par le pont Charles que l'on retrouve à Prague. Et donc avec ces formes architecturales, on va par exemple retrouver donc un artwork, il me semble que c'est une bibliothèque, directement inspirée par la chapelle royale de Daux. Donc vous pouvez la retrouver en France. Donc regardez notamment la façade que l'on va pouvoir facilement reconnaître entre les deux structures. Donc ce qu'il faut, en fait, ces édifices s'inspirent du courant qu'on appelle le néo-gothique et le gothique. Donc pour faire une brève histoire de l'architecture, entre le XIIe et le XVe siècle, il y a le style gothique, le style que l'on retrouve notamment au Moyen-Âge. Et il va y avoir, un petit peu plus tard, après le siècle de la Renaissance, une envie de renouer avec ce style architectural. Donc une fusion entre les nouveautés architecturales, mais aussi reprendre les codes du passé. Et donc c'est ce qui donne cette architecture très présente dans le jeu vidéo. Il y a par exemple d'autres exemples avec l'église Notre-Dame de Tain qu'on peut aussi retrouver à Prague, ou encore même Big Ben, avec une forme architecturale que l'on reconnaîtra très aisément dans le jeu. Et il y a même le vieux cimetière juif que l'on peut aussi retrouver à Prague, qui est en fait un amoncellement de tombes et de pierres tombales. Donc un immense cimetière, donc avec cet aspect un petit peu complètement dépravé, dans le sens où toutes les tombes sont chevauchées de façon un petit peu aléatoire. Et il faut savoir que donc, dans les jeux vidéo, que ce soit Dark Souls ou même Bloodborne, la présence de ces pierres tombales est absolument partout. Ainsi, par exemple, on retrouvera dans le jeu des références très marquées que l'on retrouve dans les courants architecturaux à Prague et à Londres. Ainsi, le vidéaste dont je vous parlais, Alt236, essayait de mettre en avant quelque chose de très intéressant à propos du personnage, la notion du fait qu'on puisse le décomposer en trois grandes facettes. Il va y avoir le personnage en tant qu'archéologue, en tant qu'initié et en tant que héros romantique. Archéologue, parce que comme on a vu jusqu'à maintenant, finalement, il va vouloir vraiment fouiller la ville de fond en comble pour essayer de comprendre son histoire, son passé et ce qui est arrivé à cette ville. Comme je disais, il va y avoir beaucoup de narration, notamment via les objets qu'il va réussir à récupérer. La partie initiée, quant à elle, signifie que le joueur va, comme je le disais aussi, mourir beaucoup de fois au début du jeu. Et donc, en mourant, il va commencer à apprendre. Et il y a aussi une grande partie basée autour de l'entraide et d'une communauté très forte sur Internet, avec donc des joueurs qui vont par exemple cartographier la ville de fond en comble, afin que les autres joueurs puissent eux-mêmes avoir plus de facilité à finir le jeu.
Et donc l'aspect héros-romantique, nous allons le voir maintenant. Il faut voir que le courant romantisme, c'était un courant du XVIIIe et XIXe siècle où on avait envie de dévoiler la totalité de la palette des sentiments. Et donc cette partie-là, c'est vraiment, comme vous l'avez deviné, de faire ressortir les sentiments les plus obscurs et les plus enfouis. Donc, par exemple, auparavant, nous voyons à travers ici encore d'autres exemples architecturaux. Ici, je passe parce qu'on ne la voit pas très bien. Et donc, sans même parler pendant très longtemps des artistes ou même des peintures en général, on se rend bien compte que ça soit en termes de composition, que ça soit en termes de palette de couleurs, ou même en termes des sujets abordés, on voit que la lune est très récurrente, par exemple, à travers ces peintures, et que dans Bloodborne, la lune est un élément central du jeu. Il y a la ville, la lune qui nous surplombe, et le personnage qui est en train de se faire massacrer par les millions de monstres dans la ville, quoi. Avec par exemple d'autres peintures issues du romantisme noir, on peut voir la notion, l'architecture qui est aussi très représentée, et donc cette couleur noire qui est si présente dans le romantisme noir. À noter que dans Dark Souls, il y a aussi vraiment cette notion de peinture que l'on retrouvera par exemple ici lorsque l'on se retrouve dans une cathédrale. Les peintures sont cachées dans une sorte d'entrepôt que l'on peut retrouver en fouillant un petit peu. Et dans un tout autre registre maintenant, j'aimerais parler d'un très vieux jeu vidéo maintenant qui ne nous rajeunit pas, qui s'appelle L'Album secret de l'oncle Ernest, sorti en 1998. Ce qui m'intéressait avec ce jeu, c'est vraiment cette notion de herbier, de carnet de voyage. On va vraiment jouer à partir d'un livre et avec de nombreux onglets que l'on va parcourir, et le but sera de littéralement s'aventurer dans le livre pour débloquer et donc découvrir de nombreuses pages. Et donc ce livre en lui-même ne s'inspire pas tant de courants picturaux ou alors d'artistes en particulier, mais ils vont plutôt s'inspirer de tout ce que l'on peut retrouver par exemple dans un herbier ou même dans un carnet de voyage. Et l'idée, si par exemple on ne considère pas ça vraiment comme de l'art dans le sens propre du terme, dans le sens strict du terme, le fait est que c'est la création même d'un herbier ou même la création d'un carnet de voyage et la dimension ludique que ça peut avoir. Prendre des photos, coller des feuilles un petit peu partout et essayer de retrouver le nom d'origine de ces fleurs qui finalement va servir à inspirer ce jeu vidéo. Et donc ainsi, par exemple, on peut retrouver dans ce jeu vidéo une grande notion de récupération de tous les objets qui nous entourent, que ce soit des petites feuilles, et donc il va y avoir des parties sur les deux côtés du livre, où on va pouvoir récupérer tous les objets qui nous entourent, que ce soit des animaux, des feuilles. On va pouvoir notamment utiliser un appareil photo pour prendre tout ce qu'il y a autour de nous dans le livre. On va pouvoir utiliser un arrosoir et même un marteau-piqueur. Mais bon, en tout cas, dans tous les sens, c'est vraiment la notion de création de livre et d'approfondissement de celui-ci dont il s'inspire, et c'est très intéressant. Par exemple, une autre page ici où on va découvrir de nouveaux décors avec des systèmes de petits puzzles. Et une autre facette que je voulais voir au niveau des sources d'inspiration, c'est le fait que pour une même source d'inspiration, il peut y avoir des formes complètement différentes de l'utiliser finalement. Donc par exemple ici j'ai pris l'exemple de la danse qui semble pourtant au premier abord pas si évident de mélanger avec le jeu vidéo. Et le fait est que par exemple des jeux comme Bound n'ont pas repris la danse telle qu'elle, en tout cas comme mécanique pour leur jeu, mais s'en sont servis comme d'une inspiration graphique. C'est le thème principal du jeu vidéo. Finalement, Bound est un banal platformer en 3 dimensions, dans lequel on incarne une danseuse, et on va pouvoir par exemple sauter, et tous les mouvements que l'on va faire sera réalisé avec la grâce d'une ballerine. Un autre exemple où la danse n'est pas centrale, mais sert finalement de taunt. Ce qu'on appelle un taunt, c'est une façon de se moquer des autres dans un jeu vidéo. C'est avec Fortnite, selon les prononciations. Et donc ce que je voulais montrer, c'est un petit exemple des danses dans Fortnite. Donc ce sont ce genre de vidéos que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Et l'idée, c'est que vous prenez une danse que vous pouvez trouver n'importe où et vous la remettez directement dans un jeu vidéo. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne aussi par système de mise à jour. À chaque fois qu'il y a une nouvelle danse ou un nouveau mème, ils vont rajouter une nouvelle forme de taunt. Et donc ça peut être très ancien comme très récent. Voilà. Et puis il y a encore plein d'autres exemples comme ça, les plus ridicules. Ça peut être de simples poses
jusqu'à des danses complètes. Voilà. Alors, check. Avec Just Dance, le cas est bien connu. Mais là, pour le coup, l'objectif est vraiment de mettre la danse au centre de la mécanique de gameplay. Finalement, Just Dance, que l'on ait une manette ou pas en main ne change pas grand-chose, dans le sens où, quand on se retrouve dans un écran, on prend autant de temps, enfin, on passe autant de temps à s'amuser qu'une personne qui a une manette dans les mains, même s'il n'y a pas de score à la fin. Le but, en tout cas pour moi, je sais que c'est plus de danser plutôt que de faire un score. Et un exemple un peu moins connu, pour le coup, est Bounden. Donc ça, c'est un jeu qui a une mécanique qui va faire en sorte que les personnes qui y jouent se mettent à danser, alors que le jeu en lui-même n'est pas du tout un jeu de danse. Donc pour mieux expliquer ma pensée, je vais vous passer un extrait. Alors, check. Et pourtant, le trailer, ça c'est le trailer du jeu, il veut vraiment mettre en avant la relation qu'ont deux personnes qui jouent en même temps à ce jeu. Donc vous voyez, sur l'interface, c'est juste l'objectif est de réussir, à l'aide du gyroscope du téléphone, à placer une balle à l'intérieur d'un cercle. Donc ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut complètement le briser, dans le sens où on peut très bien y jouer tout seul, faire tourner le gyroscope, et hop, comme ça on a gagné. Mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif du jeu, c'est plutôt d'en profiter pour se mettre à danser. Ou en tout cas pour y jouer à deux, c'est quand même bien plus sympa. Voilà, c'est assez rigolo. Et maintenant, j'aimerais aborder une des dernières parties de la conférence. Là, il s'agit de s'inspirer littéralement d'espaces et de lieux de la vraie vie. On va voir ça à travers des exemples en film d'animation et en termes de jeux vidéo. Donc, et par exemple, dans Call of Duty, certaines cartes sont tout simplement des endroits que l'on peut retrouver dans la vraie vie, remodélisés. Là encore, je vais vous passer une petite vidéo. Alors, je vais basser un petit peu le son. Je vous mets un petit peu de son, mais... Donc l'idée, c'est, vous avez une base navale ou une base terrestre qui, comme ça, eut un rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez la retrouver directement, telle qu'elle, à l'intérieur du jeu vidéo. Un autre exemple que j'aimais bien, par exemple, c'était ce bateau. Ils ont repris un bateau que l'on peut encore visiter aujourd'hui. À partir de photos de l'époque et à partir de la visite qu'ils ont faite du bateau, ils se sont dit « Ok, on va remodéliser en entier ce bateau et ça va nous servir de lieu de combat, de zone de combat. » Et donc effectivement, l'objectif pour eux, c'était d'être le plus fidèle à ce que cela pouvait être à l'époque. Que ce soit dans les cabines, que ce soit sur le pont extérieur, etc. Un autre exemple, cette fois-ci avec une ville, c'est de prendre les bords de la Tamise et donc de réussir à recréer directement la carte comme on peut la retrouver encore aujourd'hui. Donc l'aspect qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était l'idée qu'ils aient pris des photos d'époque pour essayer de retranscrire le carnage, ou en tout cas les nombreuses destructions, démolitions qu'il y avait à l'époque pour les remettre dans la carte que l'on retrouve dans le jeu vidéo. Hop, si je retourne la souris. Donc bien sûr, on peut retrouver ça dans le jeu vidéo. Et pour parler aussi un petit peu de films d'animation, on peut retrouver ça avec les films d'animation comme Princesse Mononoke par exemple. Donc là, on parle de zones naturelles dont ils se sont inspirés, avec par exemple Shirikami Sanchi, qui est au nord de Honshu. On peut retrouver ces montagnes-là. Et j'ai fait exprès d'accoler cette photo de Princesse Mononoke. On a presque l'impression que c'est la continuité des montagnes que l'on peut avoir sur cette photo. Et on sent vraiment cette inspiration derrière. On aura aussi, par exemple, dans le même genre de film, l'île Yakushima, qui se situe au sud du Japon, qui est elle aussi une forêt très dense, et donc que l'on retrouve aisément à travers le film. Un exemple un petit peu plus marquant, c'est avec un film qui est sorti plus récemment, qui s'appelle Your Name. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, mais à la fin du film, sans trop spoiler, on retrouve les deux héros autour d'un escalier. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cet escalier est devenu un véritable lieu de pèlerinage au Japon. Tous ceux qui ont vu le film ont décidé, ont voulu
aller voir ce pont. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est juste de voir que, par exemple, il est aussi facile d'embellir un petit peu ce que l'on retrouve dans la vraie vie. Donc ils ont un petit peu rasé, on va dire, pour les besoins du film, les côtés qui est un petit peu moins jolis. Mais ce que je voulais mettre en avant, surtout, c'est ça. C'est le fait que on n'est pas obligé de s'inspirer de quelque chose qui est forcément beau à la base pour réussir à créer quelque chose d'aussi, enfin, qui est devenu un lieu de pèlerinage, hein. Vraiment, beaucoup de gens ont voulu aller se prendre en photo là-bas. Et pourtant, ce n'est qu'un escalier, tout ce qui semble plus basique au premier abord, j'ai envie de dire. Et toujours dans ce même film, ce qui est intéressant, c'est de voir les répercussions, comme je disais, jusqu'où c'est allé dans la vraie vie, par exemple. Il y a un café qui s'appelle le Café La Bohème au Japon, qui est un restaurant italien, donc à l'instar du restaurant que l'on peut trouver, dont il s'inspire dans le film d'animation. Et donc, ce café dont il s'inspire, on le retrouve presque tel quel à l'intérieur du film d'animation. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans ce film d'animation, il porte le nom Il Giardino delle Parole. Et ça, ce titre n'est pas anodin, parce qu'on va retrouver ce titre italien pour un autre film, Garden of World. Et Garden of World, c'est une réalisation du même réalisateur, Makoto Shinkai, que vous pouvez voir juste ici. Pardon? C'est bon, pas de souci. Et donc, ce film-là est lui aussi inspiré d'un jardin que l'on va pouvoir retrouver à Tokyo, comme le reste de Film Your Name dont je vous ai parlé juste avant, notamment le Jardin Impérial National. Donc là, il y a une photo d'un extrait que l'on peut voir dans le film et un extrait dans la vraie vie. Donc c'est vraiment du décalé, du copier-décalé. Et donc l'idée, c'est qu'on peut vraiment s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de nous. Et ce qu'on peut voir maintenant, ce sont les conséquences que peuvent avoir de vrais films d'animation ou même des jeux vidéo dans la vraie vie. Jusqu'à maintenant, on a parlé du fait que on s'inspirait de ce qui existait déjà, que ça soit d'un point de vue historique, que ça soit d'un point de vue pictural, mais il faut voir aussi que dans l'autre sens, maintenant ça existe aussi. Le fait que l'on se soit inspiré de ça peut avoir des répercussions sur la vraie vie. Et donc, j'extrapole un petit peu, mais je voulais mettre un petit extrait d'une interview qui a été faite du gestionnaire, du gérant du magasin du Café La Bohème, Kozaku Nozaki, et il disait que son business avait augmenté de 150% en l'espace de 1 an. Donc c'est pour vous montrer vraiment l'ampleur qu'a eu le phénomène. Il paraît que ça a été donc complètement réservé. 6 mois, 1 an en tout cas, après que ce film soit passé dans les salles au Japon. Donc voilà. En tout cas, c'était les principaux points que je voulais aborder pour essayer de montrer que l'inspiration pouvait venir de partout, ne tenait pas forcément de quelque chose qui était magnifique. À la base, on peut voir qu'un simple escalier peut devenir une source d'inspiration. Et donc, effectivement, j'aurais pu en parler pendant encore longtemps. J'aurais pu parler du papier dans Paper Mario. J'aurais pu parler aussi de Escher, un artiste qui a inspiré de très nombreuses œuvres, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, mais aussi par exemple dans les jaquettes de disques, que ce soit dans les films d'animation, on va retrouver ses travaux absolument partout. Par exemple, Monument Valley base son fonctionnement même sur les travaux de Escher, avec par exemple ces notions de 3 dimensions impossibles. Ça, c'est un bonus stage dans Sonic, directement inspiré d'une autre peinture de Escher. Et tout ça, ce sont des exemples sans fin, des jaquettes, de jaquettes de disques ici, qui ont été inspirées par cet artiste. Donc si ça vous intéresse, tout à l'heure je vous avais parlé de Alt236, qui est un youtubeur qui parlait de Bloodborne. Il a fait aussi une vidéo entière consacrée à Escher. Ces images sont tirées de sa vidéo, et je vous incite fortement à aller le voir si ce sujet vous intéresse aussi. Donc voilà, j'aurais pu effectivement en parler pendant longtemps, en sachant que tous les jeux vidéo, tous les films d'animation tirent leur source d'inspiration de quelque chose qui existait au préalable. On peut parler de l'aquarelle que l'on va retrouver dans Child of Light. On aurait pu parler des films anciens comme Nosferatu, sorti en 1922, dont on ressent les fortes sources d'inspiration dans le jeu comme Limbo. Et voilà, l'idée, j'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est que si vous trouvez une image autour de vous qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui existe autour de vous afin de pouvoir créer des choses qui finalement s'inspirent de choses qui n'ont pas déjà été faites. Que ce soit, par exemple, je vous ai mis quelques exemples, par exemple ici, que vous retrouvez pas si souvent que ça dans le jeu vidéo. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on peut s'inspirer de tout et de n'importe quoi. Et pour conclure, j'aimais bien un petit peu cette image du personnage dans Unravel, sorti en 2016. Donc c'est un petit bonhomme en laine qui sortait de sa véranda pour aller jusque dans son jardin. Sur ce, j'espère que cette conférence vous a plu.
Merci à tous.